Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, Inch'Allah, est la première vidéo de la première série de vidéos qui a pour but d'être une introduction avant d'entrer dans l'étude des sciences islamiques. Donc cette première vidéo sera une introduction. Je vais simplement présenter la méthodologie qui va être suivie et les chapitres qui seront présents dans cette série de vidéos. Et cette première série de vidéos est une série qui sera une introduction commune à toutes les écoles de jurisprudence, qui aura pour but donc de présenter cette méthodologie, la méthodologie à suivre pour l'étudiant en sciences islamiques, et qui aura également pour but de présenter les différents concepts présents en islam et les différentes sciences présentes en islam. Les autres séries, donc il y aura 2 autres séries Inch'Allah, ça sera plus spécifique, ça sera spécifique à chacune des 2 grandes écoles de jurisprudence que sont l'école de l'imam Malik et l'école de l'imam Ahmed. Donc chacune à part entière aura une série qui aura pour but de présenter la méthodologie du madhab de l'imam Malik et du madhab de l'imam Ahmed et de donner une présentation de cette école. Donc la présentation, ça comprend la présentation de l'imam, sa biographie, les étudiants, les livres, donc les livres que ce soit l'Ummahat, les livres de base, les livres qui sont la source du madhab, ou le Mukhtasarat, qui sont les livres qui sont venus après, qui ont pour but de résumer l'école. Donc il y aura Inch'Allah une présentation pour chacune des 2 écoles de jurisprudence qui sera faite dans une série à part entière. Donc cette première vidéo sera articulée Inch'Allah autour de 4 grands points. Le premier point aura pour but de répondre à la question pourquoi avoir fait cette série de vidéos, et quelle est la raison, quelle est la cause qui amène à s'informer sur la méthodologie, donc la méthodologie dans l'étude des sciences islamiques. Le deuxième point de la vidéo d'aujourd'hui aura pour but de citer les différents chapitres qui seront traités durant cette série. Donc on va voir les grands chapitres et les sous-chapitres, Inch'Allah je vais les énumérer. Le troisième point aura pour but de citer les supports qui seront utilisés tout au long de cette série. Et le quatrième et dernier point aura pour but uniquement de citer la méthodologie qui sera utilisée tout au long de cette série de vidéos, Inch'Allah. Donc là, le premier point, pourquoi faire cette série de vidéos? Donc il se trouve, et je pense que personne n'ignore, qu'à notre époque, surtout ces dernières années, il y a vraiment un intérêt qui est grandissant dans l'étude des sciences islamiques, mais pas seulement l'étude, dans l'approfondissement des sciences islamiques, que ce soit les sciences de la croyance, ou les sciences de la jurisprudence et tout ce qui tourne autour, ou également les sciences de la langue arabe. Donc il y a vraiment, dans notre contexte, c'est-à-dire le contexte français, dans notre environnement, vraiment un intérêt qui grandit dans l'étude. Et donc comme l'intérêt grandit, et beaucoup de personnes se mettent à étudier davantage chaque année, il est important de bien expliquer la méthodologie à suivre pour ne pas se perdre et pour ne pas perdre du temps dans l'étude des sciences islamiques. La deuxième raison, c'est qu'il y a également un grand nombre d'instituts, que ce soit des instituts de langue arabe qui enseignent la langue arabe ou des instituts de sciences islamiques. Il y a un grand nombre qui se créent chaque année. Chaque année, il y a des nouveaux instituts qui se créent, que ce soit des instituts en présentiel ou des instituts sur Internet. Et chaque institut a sa propre façon de fonctionner, a sa propre méthodologie. Et cette grande quantité d'instituts qui se créent chaque année facilite bien évidemment les études des sciences islamiques. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveaux instituts qui se créent, et donc il y a des nouveaux étudiants qui s'inscrivent dans ces instituts. Donc il est important d'éclaircir quelle est la méthodologie à suivre dans les études des sciences islamiques. À côté de cela, il y a eu ces dernières années une grande facilité à s'arabiser, à apprendre la langue arabe jusqu'à devenir arabisant ou arabophone. Chose qu'il n'y avait pas dans le passé. Dans le passé, les arabophones étaient ceux qui étaient nés au bled, et ceux qui étaient nés en France, c'était très difficile d'apprendre la langue arabe. Aujourd'hui, à notre époque, il y en a énormément, que ce soit par des séjours à l'étranger ou par des études en France, qui arrivent à maîtriser cette langue arabe. Et donc c'est important pour ces personnes-là
qui sont devenus arabophones, qui ont un accès à un grand héritage islamique, de leur expliquer quelle est cette méthodologie, la méthodologie adéquate dans l'étude des sciences islamiques. À côté de cela, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont devenues arabophones, il y a eu une grande quantité de traductions qui ont été faites, des nouvelles traductions dans des domaines qu'il n'y avait pas précédemment. Et donc, cette grande quantité de traductions qui arrive, ça rend accès les sciences islamiques maintenant même aux francophones. C'est-à-dire que les francophones ont accès à une quantité d'écrits, une quantité d'articles, une quantité de livres. Il est également important de préciser et d'expliquer à ces personnes-là la méthodologie correcte à adopter dans l'étude des sciences islamiques. Et dû au fait que notre pays, la France, n'est pas ancien dans la da'wah, c'est-à-dire que les musulmans ne sont pas présents en France depuis très longtemps, ça fait moins d'un siècle, et la da'wah donc n'est pas une da'wah qui est ancienne et qui est ancrée, et surtout la communauté musulmane n'est pas organisée comme elle peut l'être dans les pays musulmans ou les pays à majorité musulmane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthodologie que tout le monde suivrait. Non, chacun a sa méthodologie. Et donc, comme les méthodologies en France sont vraiment très nombreuses, souvent le débutant, il se perd complètement entre les différentes méthodologies. C'est-à-dire que dans l'enseignement, il y a vraiment une grande quantité de méthodologies. Dans l'étude, il y a également différents étudiants qui ont des méthodologies différentes. Dans la fatwa, dans le fait de donner des avis jurisprudentiels aux musulmans, il y a également des méthodologies qui sont totalement différentes en France. Et dans l'istifta, donc l'istifta c'est le fait de demander la fatwa, le fait de demander un avis jurisprudentiel à un savant ou un étudiant ou à quelqu'un qui est apte à répondre. Également, il y a différentes méthodologies dans cette façon de poser des questions et de s'informer sur différentes fatwas et différents avis juridiques. Donc il était important, et même il est indispensable, d'éclaircir les différentes méthodologies présentes et surtout la méthodologie adéquate et la plus adaptée pour l'étude des sciences islamiques. Et ça comprendra, Inch'Allah, cette méthodologie-là, la méthodologie à adopter dans la fatwa et la méthodologie à adopter dans l'istifta. Concernant ensuite les différents chapitres de cette série, ça sera composé de 3 grands chapitres. Le premier chapitre, les sciences islamiques. Le deuxième grand chapitre, les concepts islamiques. Et le troisième et dernier grand chapitre, l'histoire de notre héritage islamique. Donc dans ce premier chapitre, il y aura 3 grands sujets. Le premier sujet sera l'importance des sciences en islam. Le deuxième sujet à l'intérieur de ce grand chapitre sera les différentes sciences islamiques accompagnées de leur définition et accompagnées des grands chapitres présents dans chacune des sciences, une présentation pour chacune des grandes sciences islamiques. Et le troisième et dernier point ou sujet qui sera traité dans ce grand chapitre qu'est la science, ça sera le jugement d'étudier, quel est le statut jurisprudentiel d'étudier chacune des sciences islamiques qui seront présentées précédemment. Ensuite, le grand chapitre suivant, comme je l'ai dit, c'est les concepts islamiques. Donc ça sera composé de 5 sous-chapitres. Le premier sous-chapitre, ça sera l'ijtihad, ce concept dont on entend beaucoup parler. Donc il y aura une définition, donc ça sera très long, ça ne sera pas un seul cours sur l'ijtihad, donc ça sera peut-être plusieurs cours sur ce concept-là, la définition, les caractéristiques, les conditions, les catégories d'ijtihad, etc. Ensuite, le deuxième point dans ce grand chapitre-là qui est les concepts, il y aura le taqlid. Donc le taqlid va avec l'ijtihad, donc il aura son chapitre à part entière, son sous-chapitre à part entière, avec pareil une description, avec des définitions, des catégories, des conditions, etc. Le troisième sous-chapitre sera la fatwa. Donc le fatwa, un mot également qu'on entend énormément à notre époque. Donc pareil, il y aura une description, des conditions, des catégories, etc. Donc on donnera toutes les informations, Inch'Allah, nécessaires sur cela. Le quatrième sous-chapitre, ça sera le qada. Donc pareil, on donnera des définitions, des descriptions, des conditions, des catégories, etc. Et le cinquième et dernier sous-chapitre de ce grand chapitre qu'est les concepts, ça sera le madhhab. Qu'est-ce qu'un madhhab? La définition, les conditions, les caractéristiques, les composantes, la même chose pour ce cinquième et dernier sous-chapitre.
Ensuite, le dernier grand chapitre sera l'histoire de notre héritage islamique. Et l'histoire de notre héritage islamique sera composée de 8 sous-chapitres. Mais ça ne sera pas très long, c'est-à-dire chacun de ces sous-chapitres sera traité en un demi-cours peut-être 2 sous-chapitres par cours. Donc le premier sous-chapitre, ça sera l'histoire de la révélation, comment était la révélation et comment se faisait l'étude des sciences islamiques, comment se faisaient les fatwas à l'époque du prophète alayhi salam. Donc ça sera le premier sous-chapitre. Le deuxième sous-chapitre, ça sera exactement la même chose, mais à l'époque des compagnons. Le troisième sous-chapitre, ça sera exactement les mêmes questions, mais à l'époque des tabi'in. Le cinquième sous-chapitre, ça sera également les mêmes questions, mais à l'époque de ce qu'on appelle l'a'imma, c'est-à-dire les imams mujtahidin qui sont venus après les tabi'in et qui ont, pour certains, fondé des écoles de jurisprudence qui sont encore présentes à notre époque, et pour certains, fondé des écoles de jurisprudence qui n'existent plus à notre époque. Donc ce sera de savoir comment se passaient les études et l'enseignement et la fatwa et comment ça se déroulait à cette époque-là pour connaître la révélation et pour transmettre la révélation. Le sixième, ou plutôt le cinquième sous-chapitre, c'est comment se passaient donc les mêmes questions, mais à l'époque des étudiants de ces a'imma qui est peur de imam. À l'époque de ces imams, ils ont eu des étudiants. Donc comment ça se passait lorsqu'il y a eu les étudiants de ces imams-là, donc les étudiants de l'imam Malik, les étudiants de l'imam Ahmed, les étudiants de l'imam Abu Hanifa, etc. Donc comment ça se passait pour les études islamiques, l'enseignement, la fatwa, donc toutes les informations par rapport à cela. Le sixième sous-chapitre, c'est de après ces étudiants de ces grands imams-là jusqu'à peu près Suqut Bagdad, quand Bagdad a été perdu par les musulmans. Donc c'est une période qui est à peu près de 700 de l'Hijra. Donc on dit à peu près Suqut Bagdad. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment jusqu'à cette période-là, c'est jusqu'à cette période-là, et également la période où l'Andalousie a été perdue. Donc l'Andalousie, ça serait plus vers 800 de l'Hijra, mais à peu près cette période-là, 700-800 de l'Hijra. Donc lorsque des étudiants des imams qui ont été mujtahid, donc les étudiants des mujtahidines, jusqu'à la perte de Bagdad et de l'Andalousie, donc ça fait une période à part entière. Donc ça sera un sous-chapitre à part entière qui sera, c'est très 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 ressemblant, c'est-à-dire de l'an 300 de l'Hijra jusqu'à l'an 700 de l'Hijra, c'est très ressemblant, donc c'est un seul et unique sous-chapitre. Après cela, ça sera le sixième sous-chapitre, c'est donc ça commence de Suqut Bagdad, quand Bagdad a été perdu ou l'Andalousie a été perdue, donc ces alentours-là, jusqu'à l'an 1250. Donc c'est le sixième sous-chapitre. Et le septième et dernier sous-chapitre, ça sera de l'an 1250 jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc ça sera le dernier sous-chapitre et le dernier cours, Inch'Allah, de cette série de vidéos, Inch'Allah. Le troisième point de cette introduction, Inch'Allah, je vais citer les différents supports qui seront utilisés. Donc les supports, ils sont très nombreux. Donc il y a des supports que je ne peux pas citer, c'est très nombreux. Donc parmi les supports, il y a les différents cours que j'ai pu suivre à l'université ou dans les mosquées, et également les différents cours qui sont disponibles sur Internet, sur YouTube. Donc quasiment chaque cours sur Internet où un savant ou un étudiant enseigne un livre de fiqh dans n'importe quelle école de jurisprudence, il commence généralement par faire une introduction, et souvent il y a des informations très intéressantes, quel que soit le cheikh et quel que soit l'étudiant sur YouTube, il y a toujours des informations très intéressantes dans ces introductions-là. Donc bien évidemment, tout ce que j'ai pu étudier, je l'ai souvent noté ou je l'ai gardé en mémoire, donc je vais l'utiliser. Donc ça, c'est difficile de citer, je l'ai entendu tel jour ou tel, parfois je me souviens pas où est-ce que je l'ai entendu, mais ça va être utilisé. À côté de cela, donc il y aura des supports en papier bien précis. Ça sera pas les seuls supports, mais ça sera, on va dire, les trois grands supports de base en livres qui vont être utilisés. Le premier, c'est le livre qui s'appelle Manar al-Salik, qui est un livre qui a été écrit par le savant Ar-Rajraji, donc un savant marocain. Il y a beaucoup de savants qui portent ce nom de famille, et il y a beaucoup de livres qui s'appellent Manar al-Salik. Il n'est pas en PDF,
il n'est pas facile à trouver. C'est un petit livre qui coûte vraiment pas cher. Il se trouve au Maroc, pas partout, mais il se trouve. Tandis qu'en France ou sur internet, il est quasiment impossible de le trouver. Donc c'est un livre qui est simple. Donc le Cheikh Rajraji, qui est pas très ancien, il enseignait les sciences islamiques. Je ne sais pas c'était dans quelle ville à Rabat, mais je sais qu'il enseignait les sciences islamiques à un niveau élevé. On lui a demandé ensuite d'enseigner à un niveau beaucoup moins élevé, donc pour les enfants. Et quand il a commencé à étudier, il a remarqué durant son enseignement qu'il y avait un grand manquement de méthodologie chez ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une connaissance du fiqh. C'est-à-dire ils étudiaient le fiqh, ils étudiaient l'usul, ils étudiaient les différentes sciences islamiques sans avoir une bonne connaissance. Et il trouvait que c'était vraiment très grave, c'est-à-dire de se lancer dans les études des sciences islamiques, de prendre le jugement de cela, la preuve de cela, mais sans différencier les sciences islamiques, faire la différence entre la jurisprudence et les fondements de la jurisprudence, savoir le but de la jurisprudence, comment s'étudier la jurisprudence, les méthodologies, etc. C'est-à-dire méconnaître cela, mais l'étudier quand même. Donc il a vu qu'il y avait un grand problème de méthodologie. Donc il a décidé, les années qui viennent après, de faire une introduction avant de commencer les sciences islamiques. Et son introduction, pour faciliter, vu que c'était aux enfants qu'il enseignait, il l'a fait sous forme de questions-réponses. Mais il l'a pas écrit. Il n'a pas écrit ses questions et ses réponses, mais il l'a enseigné, et un de ses étudiants, malgré qu'ils étaient très jeunes, il a pris l'initiative de tout noter et de le donner au professeur, donc de mettre les questions et de mettre les réponses. Donc le professeur ensuite il a corrigé cela et il a décidé de le publier en tant que livre. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est écrit sous forme de questions et réponses, qui est vraiment très intéressant. Bon, bien évidemment, c'est axé selon le madhab de Imam Malik, dû au fait que c'était un cheikh maliki, mais il y a une grande quantité, la majorité de ce qui est présent à l'intérieur de ce livre-là est commun à toutes les écoles de jurisprudence, et c'est très profitable. Donc ça, c'est l'un des livres sur lequel je vais beaucoup m'appuyer. Le deuxième livre sur lequel également je vais beaucoup m'appuyer, c'est le livre d'un cheikh yéménite. Ce cheikh-là s'appelle El-Yafiri. Donc il a écrit une grande quantité de livres, enfin des recherches qui ensuite ont été publiées sous forme de livres. Parmi ces livres-là, il y en a un qu'il a écrit qui s'appelle At-Tamadhhub. At-Tamadhhub, c'est le fait de suivre un madhhab. Donc dans ce livre-là, il essaye de défendre cette méthodologie de suivi d'une école de jurisprudence, et il fait également une présentation des écoles de jurisprudence, et il traite un certain nombre de concepts intéressants comme l'ijtihad, al-taqlid, etc. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Celui-là par contre, il est disponible en PDF gratuitement sur internet, et tous les livres de ce cheikh-là, Al-Yafiri, sont disponibles sur internet de façon gratuite. Donc c'est un livre également qui est intéressant et qui est profitable, sur lequel je vais m'appuyer. Et il y a également le livre, donc là ça sera plusieurs livres, c'est 3 livres différents dans l'histoire de la révélation. Donc il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans l'histoire de la révélation, dû au fait que ce qu'on appelle Tarikh al-Fiqh, l'histoire de la jurisprudence, de la révélation, c'est une matière à part entière dans les universités. Dans quasiment toutes les universités islamiques, il y a une matière qui s'appelle Tarikh al-Fiqh. Et donc il y a des professeurs qui écrivent des livres, et ces livres sont destinés ensuite à être étudiés dans ces universités comme support officiel. Donc parmi ces livres-là, donc il y a le livre de Cheikh al-Bouti, qui est un livre qui s'appelle Tarikh al-Fiqh, qui est connu, qui est une référence dans le domaine. Il y a également un livre écrit par Cheikh al-Tarifi, mais pas le Cheikh qui est connu al-Tarifi, un autre qui est également à Riyad, qui est également de la famille du Cheikh qui est connu, mais qui n'est pas le cheikh lui-même. C'est un livre qui s'appelle Tarikh al-Fiqh, qui est le support officiel de l'université de Riyad. Et il y a le premier livre, c'est le support officiel de l'université de l'Azhar, de l'Bouti. Et le troisième livre, qui est un livre écrit par Elias Dardour, qui est un savant tunisien, ce livre-là s'appelle également Tarikh al-Fiqh, ou plutôt Tarikh al-Fiqh al-Islami, il me semble, mais c'est la même chose. C'est le support officiel de l'université de Zaytouna dans cette matière-là. Il y a encore d'autres livres qui s'appellent Tarikh al-Fiqh, écrits par d'autres savants, mais généralement c'est à peu près la même chose qui se répète. Parfois il y a une ou deux informations en plus ou en moins d'un livre à un autre, mais ça se ressemble fortement. À côté de cela, bien évidemment, comme les concepts qu'on va voir, l'ijtihad, al-taqlid, ce sont des sujets qui sont traités dans les livres de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Bien évidemment, à côté de cela, je vais citer des passages de livres de usul, que ce soit des livres débutants ou des livres un peu plus élevés, et j'essaierai, Inch'Allah, à chaque fois de
citer le passage en arabe et de citer la référence dans quel livre, à quelle page, etc. Pour que la personne puisse revenir, si elle a la volonté de revenir, à ce livre-là. Il me reste plus qu'à parler de ce quatrième et dernier point avant de clôturer cette vidéo ou cet audio. C'est la méthodologie qui sera utilisée durant cette série de vidéos. Donc la méthodologie, ce sera une méthodologie on va dire scientifique, c'est-à-dire ça va pas être un rappel. Le but c'est pas le fait d'éveiller les cœurs, c'est pas un cours spirituel pour le but de craindre plus Allah ou augmenter sa foi. Donc les assises de science elles sont différentes. Certaines assises comme le sermon du vendredi ont pour but d'augmenter la foi et de renouveler la foi, d'être plus fort dans sa spiritualité, d'être plus patient, d'être plus pieux. Et d'autres cours sont plus scientifiques, c'est-à-dire il y a moins le côté spirituel et plus le côté intellectuel ou plus le côté la matière scientifique. Donc ici ces cours-là seront plus de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire ça sera beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire un certain nombre d'informations qu'il faudra comprendre, qu'il faudra retenir, et non pas un certain nombre de rappels. Il n'y aura pas de rappel dans ces cours-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces cours-là, ça va être une série de vidéos. J'aurais pu traiter, comme certains le font, ce sujet-là en une vidéo de 20 minutes ou de 30 minutes et de parler de la méthodologie dans les sciences islamiques. Mais j'ai décidé de faire quelque chose qui est plus long, donc plus approfondi, pour pas que ça soit quelque chose de sommaire, pour pas que ça soit quelque chose de ce qu'on appelle sathi en arabe, c'est-à-dire le sath en arabe c'est le plafond, ou stah les maghrébins ils disent quelque chose de sathi, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse pas le plafond, c'est-à-dire pour pas que ces cours-là soient vraiment pour ne pas que ce soit un survolage de ces concepts-là, mais qu'il y ait un petit peu de profondeur, des conditions, des preuves, du débat sur chacun, des arguments, contre-arguments sur chacun des concepts. Donc j'ai décidé d'étaler sur une série de vidéos. Donc ça sera parfois un peu lourd parce qu'il y aura beaucoup d'informations nouvelles, mais comme c'est des vidéos qui sont enregistrées, alhamdoulilah, la personne a la possibilité d'enregistrer et de réécouter autant qu'elle le veut. Mais malgré cela, dû au fait que ça reste quand même une série de vidéos en français, et dû au fait que c'est destiné à des étudiants débutants, et que cette série de vidéos est faite par un étudiant lui-même qui est débutant moi-même, donc bien évidemment il y aura quand même une grande quantité de vulgarisation. On ne pourra pas aller sur chacun des sujets au fond, c'est-à-dire qu'on sera pas des savants à la fin dans la fatwa ou dans le madhab ou dans l'ijtihad ou dans tarikh al-fiqh, mais on aura Inch'Allah un certain nombre d'informations profitables et intéressantes qui permettra Inch'Allah de commencer une étude sérieuse des sciences islamiques. Et voilà, donc c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, le premier cours, ou plutôt le prochain cours, le deuxième, après cette introduction-là, sera publié très prochainement. Désolé, une dernière information avant de clôturer. Si quelqu'un a une information quelconque à me faire partager, ou une faïda, ou que ce soit un conseil, ou que ce soit une critique, ou que ce soit une erreur que j'aurais pu dire, ou n'importe quelle chose, il peut me la faire parvenir en privé ou même en public, il n'y a aucun souci. Ce cours se veut être collaboratif entre guillemets, c'est-à-dire que toute personne qui a quelque chose à faire profiter, il peut me la faire et je corrigerai les audios et je supprimerai même si nécessaire les audios si vraiment il y a une erreur et je rajouterai des informations si besoin. Donc il n'y a absolument aucun problème à me faire parvenir toute information de n'importe quelle personne, qu'il soit étudiant, savant ou même qu'il soit débutant, il n'y a absolument aucun problème.